Le souci démocratique qu'on rencontre chez nous, que pose l'anticipation du transfert décidé par la communauté de communes et surtout l'absence de consultation citoyenne sur le mode de gestion qui va nous être imposé. Et pour finir, comment les citoyens peuvent-ils agir, c'est-à-dire comment on peut faire pour que cette bataille de l'eau devienne un sujet démocratique et pour faire comprendre à nos élus que peut-être ils sont en train de passer à côté de l'histoire. Merci, vaste question. Bonsoir à toutes et à tous. Et d'abord, merci d'être venus si nombreux. Merci aux copains et copines du collectif pour l'organisation de cette soirée, comme de la soirée à Montlot il y a 15 jours. Parce que c'est un gros boulot et je crois qu'on peut les en remercier. Merci aussi pour cette mobilisation qui me semble absolument essentielle. Pourquoi c'est absolument essentiel? Parce que l'eau est la question de notre siècle et c'est la question politique centrale. C'est par hasard si nous avons porté dès 2012 et puis à partir en particulier de 2017 cette problématique et cette thématique de manière centrale. Je rappelle que notre premier meeting de la présidentielle 2022 portait justement sur cette question de l'eau et que c'est un point central dans le programme que je porte. Pourquoi c'est un point central? Parce qu'on arrive face à une situation où la question de la pénurie en eau, la question de l'eau va devenir problématique, les conflits d'usage, etc. Ça devient déjà problématique et que ça va être un thème central des tensions, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau géopolitique. Ensuite, parce que c'est une question qui, à mon sens, est à la confluence des trois problématiques que nous portons en tant que mouvement politique, à savoir l'urgence sociale, parce que c'est une vraie question sociale. Le prix de l'eau, ça a été évoqué dans le film, même si encore une fois, il date un peu. Le prix de l'eau, l'accès à l'eau est une question sociale. Les questions écologiques, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Et puis la question démocratique. Parce que, encore une fois, on l'a vu dans les extraits qui sont passés, on le voit en ce moment, il y a une question de confiscation de la décision démocratique. Alors d'abord, rappeler quelques petites choses. Rappeler que cette obligation de transfert de la compétence eau aux communautés de communes et aux agglomérations, elle était prévue dès 2020. Et c'est quand même important de souligner quand on remporte des victoires, parce que ce sont des victoires d'avoir repoussé plusieurs fois cette obligation de transfert de compétences. Ça a d'abord été repoussé à 2022, puis à 2024 et maintenant à 2026. Et ça, c'est une victoire. C'est une victoire des élus locaux qui se sont mobilisés pour demander à ce que ça soit reporté, voire annulé. C'est une victoire aussi des collectifs, de tout ce qui a été pu être fait en termes d'information, d'éducation populaire autour de cette problématique. Les agglomérations sont passées en gestion commune de l'eau déjà depuis 2022, si je ne me trompe. Et puis là, on demande à toutes les communes de récupérer cette compétence. Alors, ça pose un vrai problème démocratique pour plusieurs raisons. La première, tu l'as dit, c'est la loi NOTRe. La loi de la nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, qui instaure une nouvelle forme de gouvernance dans ce pays avec la création des communes, la généralisation et la création puis la généralisation des communes et des communautés d'agglomération, avec un mode de représentation, d'élection et de représentation qui est déjà un problème démocratique en soi, puisque dans les petites communes, le représentant de la commune, c'est le maire ou la maire, et ça, c'est pas décidé. Puis dans les communes plus importantes, il y a des postes qui sont fléchés au moment de l'élection municipale où on dit cet élu-là sera en plus conseiller communautaire. Puis on sait qu'il y a un certain nombre d'endroits où la personne qui était fléchée au départ se désiste et est remplacée par quelqu'un d'autre. Et je l'ai dit à Montlot, je le redis là, parce que ça aussi, c'est un combat qu'il faut porter. Très souvent, c'est une femme qui est fléchée et qui est remplacée par un homme, par exemple. Et c'est une question. Deuxième problème démocratique, la représentation au sein d'un conseil communautaire. Alors, il paraît que j'ai dit une bêtise, j'ai dit 25 l'autre jour, c'est 27, mais parce que ça a évolué. C'était 25, c'est passé à 27. Dans notre communauté de communes, il y a 27 conseillers communautaires. Il y en a 13 qui sont issus du bourg-centre de Forcalquier. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir un vote en dehors des représentants du bourg-centre pour qu'il y ait la majorité absolue pour le bourg-centre au sein de la communauté de communes. Il y a eu une proposition, une possibilité en 2019 proposée par une fenêtre par le gouvernement Macron de passer par exemple chez nous à 33 conseillers communautaires, ce qui faisait que les 8 communes, parce qu'à l'époque on était à 25, aujourd'hui on est à 27, mais à l'époque on était à 25, les 8 communes les plus peuplées
de la communauté de communes avait un siège en plus. Nous, à Niozelle, avec les conseillers municipaux de Niozelle, on avait poussé avec d'autres petites communes pour qu'on passe à 33 conseillers communautaires. Pourquoi? Parce que si vous faites le compte, il y avait 12 à l'époque conseillers communautaires Forcalquiérain. On passe à 13 Forcalquiérain au sein du conseil communautaire sur 33. On n'est plus dans la même situation de majorité absolue extrêmement facile à obtenir. Parce que la question, si on revient à la question de l'eau, 13 communes dans la communauté de communes de Forcalquier, 10 communes en régie publique, 3 communes en délégation de service public, et il se trouve que Forcalquier est en délégation de service public. Donc on comprend bien que cette question démocratique et de l'endroit où ça se décide pose problème pour prendre une décision qui soit réellement démocratique et qui soit le reflet de la volonté de toutes les petites communes qui composent la communauté de communes de Forcalquier. L'autre point, c'est le fonctionnement. C'est-à-dire que le vote se fait à la communauté de communes, puis ensuite doit être validé dans les conseils municipaux. Alors, je parle sous le contrôle des conseillers municipaux de Niozelle qui sont ici. Le vote s'est fait à la communauté de communes, a été majoritaire pour un transfert anticipé et pour une DSP de 6 ans. Puis après, nous, on a voté à Niozelle. Mais après. Et à Niozelle, on a été majoritaire à rejeter cette idée d'anticipation et de DSP, mais c'était trop tard, ça avait été voté. Et c'est un peu systématique dans les décisions qui sont prises au sein de la communauté de communes, c'est-à-dire que ça arrive dans les conseils municipaux pour être validé une fois que la décision a déjà été prise. Donc on a un vrai problème démocratique de ce point de vue-là. Je redis quand même, Jeanne l'a un peu dit tout à l'heure, je redis que je regrette qu'il y ait eu cette confusion entraînée par la distribution d'un tract individuel à la place du tract collectif, du flyer collectif, du collectif au public, parce que Christophe, notre maire, aurait dû être là ce soir, et j'ai discuté avec les copains du conseil municipal, il n'est pas venu à cause de ce tract qui a été distribué et qui contient un certain nombre de vérités et puis peut-être un certain nombre de contre-vérités également, et il s'est senti attaqué par ce tract-là. Il n'est pas là ce soir, c'est dommage, parce que moi je considère qu'au contraire, ça aurait été super qu'il soit là et qu'on puisse en discuter tous ensemble. Voilà, donc je pose ce regret-là à ce moment-là. La deuxième question, c'est la question du périmètre d'application d'une mesure par rapport au territoire, où se décide cette mesure par rapport au territoire où elle s'applique. Les communautés de communes ne correspondent pas à la réalité ni des bassins versants, ni des bassins d'approvisionnement en eau, mais ni même des réseaux d'eau. On peut avoir des communautés de communes où il y a 3-4 réseaux différents qui ne sont pas interconnectés, etc. Et ça, c'est parfaitement illogique. C'est-à-dire que moi, je ne suis absolument pas contre la mutualisation. C'est une très bonne idée quand on est trop petit pour s'occuper de quelque chose de se mettre à plusieurs. Mais il y a, la perte de souveraineté dont je parlais juste avant, et puis deux, la question du périmètre qu'on choisit. Et normalement, sur la question de l'eau, on devrait choisir un périmètre qui correspond à la réalité du territoire, c'est-à-dire quels sont les réseaux d'approvisionnement, quels sont les réseaux d'eau. Et c'est ce périmètre-là, à travers un syndicat, par exemple, on pourra en reparler, qui devrait être utilisé pour gérer l'eau. Et c'est valable pour à peu près toutes les questions, que ce soit la question du traitement des ordures ménagères, que ce soit la question des transports, que ce soit la question de l'école, etc., etc. Donc, il y a là aussi un problème, c'est-à-dire qu'on demande à une structure qui est préexistante, on y verse un certain nombre de compétences, c'est décidé ailleurs d'ailleurs que sur le territoire, puisqu'il y a cette obligation en 2026, après, cette coquille au départ vide qu'on remplit se retrouve à devoir gérer un territoire qui ne correspond pas forcément à la réalité de ce qui s'y fait. Et puis, le dernier point, quand même, pour donner un peu d'espoir, puisque tu disais, que peut-on faire? On peut faire plein de choses. La première chose, c'est qu'il y a une proposition de loi sénatoriale qui a été votée au Sénat, qui est donc quelque part dans la navette parlementaire, qui propose de rendre optionnel ce transfert. C'est-à-dire que là, pour le moment, il est obligatoire et il propose de le rendre optionnel. C'est un pis-aller peut-être, mais c'est déjà mieux. C'est-à-dire que c'est chaque communauté de communes, avec les règles démocratiques dont je parlais tout à l'heure, qui aurait à décider de savoir s'il fait ce transfert-là et ce ne serait plus un transfert obligatoire. Cette PPL, elle a été votée au Sénat. Je tiens à dire qu'elle est portée par le sénateur du département, Jean-Yves Roux, et il faut qu'elle arrive à l'Assemblée. Alors, elle est arrivée une première fois à l'Assemblée dans la niche parlementaire. Je ne sais pas si tout le monde sait ici que chaque groupe à l'Assemblée a un jour dans l'année
pour proposer ses propres textes de loi. Tout le reste du temps, c'est le gouvernement qui propose l'agenda de l'Assemblée. Le groupe LIOT, alors Liberté, Indépendants et Outre-mer, qui est un groupe centriste, a proposé cette proposition de loi lors de sa niche parlementaire, mais on est très limité dans le temps. On siège de 9h à 13h, puis de 15h à 20h, puis de 20h30 à minuit, et à minuit, ça s'arrête. Où qu'on en soit dans l'étude des textes. Vous avez pu constater, peut-être pour ceux qui suivent activement l'actualité parlementaire, que ça donne lieu à un certain nombre d'obstructions gouvernementales et de ruses diverses et variées pour que justement les textes qui ne les arrangent pas n'arrivent jamais à l'ordre du jour. Il se trouve que cette proposition de loi était la 5e de la niche LIOT, et donc elle est arrivée en tout milieu de soirée, et on a clôturé les débats à minuit sans qu'elle ait pu être votée. Le premier article avait été voté, et après, elle n'a pas été votée au complet, donc elle ne peut pas s'appliquer. Et donc, on travaille à quelques-uns à essayer de faire revenir ce texte, soit au sein d'une niche parlementaire, soit au sein des semaines de l'Assemblée. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce que ça serait vraiment compliqué. Donc, tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire pression sur les élus. Alors ici, vous n'avez pas trop besoin, parce que c'est Jean-Yves Roux qui est un des auteurs de cette proposition de loi, et moi, je travaille à ce qu'elle arrive à l'Assemblée. Mais si vous habitez ailleurs, je sais qu'il y a des Montpelliérains dans la salle et qu'il y en a d'autres, il ne faut pas hésiter à écrire à son député, à aller voir les élus locaux pour leur dire « écrivez aux sénateurs », etc., pour que cette proposition de loi arrive au bout. C'est une petite fenêtre, on peut espérer quand même dans un coin, et moi je continue à l'espérer, qu'avant 2026, on arrive à ce que cette proposition de loi soit votée, ce qui donnerait l'occasion de revenir en arrière. Et puis, au niveau local, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir et qu'on va continuer à faire, informer, discuter, échanger pour essayer de convaincre, et puis aller voir les élus dans les communes, se réemparer en fait de la chose publique. C'est-à-dire qu'on a pris cette habitude peut-être un peu trop partout, on élit des gens et puis après ils font. Puis après, au bout de 5 ans, 6 ans, c'est valable pour moi aussi, ils se représentent ou ils ne se représentent pas, puis on revote ou on ne revote pas, puis entre-temps, voilà, on ne s'y intéresse pas. Moi, je voudrais quand même dire un petit mot sur les élus des petites communes. L'indemnité de maire d'une commune comme Niozelle, l'indemnité des adjoints d'une commune comme Niozelle, ce n'est pas ça qui fait qu'on se présente à la mairie. Je tiens à dire à ceux qui espèrent faire fortune en se présentant aux prochaines municipales que ce n'est pas comme ça que ça marche. Tous les conseillers municipaux de petites communes comme la nôtre sont bénévoles. Et donc, ils doivent s'emparer de tous ces sujets qui arrivent, et parfois il y en a énormément, dans le cadre que je donnais tout à l'heure. Un conseil communautaire, pas ici, mais à la CCSB, la communauté de communes Sisteron-Buèche, 62 communes, 4 départements de région, c'est entre 92 et 99 délibérations par réunion du conseil communautaire, avec les documents, parfois extrêmement complexes, qui arrivent une semaine avant, 8 jours avant, et qu'il va falloir travailler, donc c'est compliqué. Et dans les petites communes, il faut dire aussi que la régie publique de l'eau, ce qui est le cas à Niozelle, tient sur l'engagement des élus locaux. Il n'y a pas d'employés, enfin il y a l'employé municipal qui y travaille aussi, etc., mais ça tient sur l'engagement des élus locaux. Et donc à un moment donné, moi je pense, et c'est pour ça encore une fois que je regrette ce qui a pu être distribué dans les boîtes aux lettres, je pense que l'idée, ce n'est pas de pointer du doigt les élus locaux en disant « Ouh, c'est nul ce que vous faites », etc. Mais c'est au contraire de s'en emparer, d'y aller, de discuter avec eux, et peut-être, à un moment donné, de s'en emparer vraiment, c'est-à-dire de monter en compétence, de s'emparer de ce qu'on a à faire. Et puis, dans un petit village comme Niozelle, il faut qu'il y ait des gens qui aillent voter, ça va à peu près bien, on vote beaucoup à Niozelle, puis il faut qu'il y ait des gens qui se présentent. Et souvent, c'est les 11 qui ont bien voulu y aller et qui y vont. Et moi, je pense que l'une des principales choses qu'on puisse faire, c'est s'emparer des choses et puis y aller, rejoindre les conseils municipaux. En 2026, il y a des élections et que chacun s'empare de ça parce que ça appartient à tous. L'eau est un bien commun, il faut qu'on le règle tous ensemble. Et donc, qui dit bien commun dit service public. Qui dit service public dit élus locaux. Il faut qu'on s'y mette et qu'on s'y mette tous. Voilà, merci. Vincent Pujol, merci d'avoir accepté de venir jusqu'à nous. Donc, vous êtes fondateur d'un bureau d'études qui accompagne les collectivités sur la gestion de l'eau et de l'assainissement. Pour revenir sur l'échelon local, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette fameuse étude Cogite à laquelle
dans notre collectif, nous nous référons assez souvent. Quelle est votre analyse du marché de délégation de services publics là, qui vient d'être lancé par la communauté de communes? Donc, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, donc, complètement improvisé compte tenu le court délai intercommunal. Et les élus de Pierre-Rue m'avaient demandé m'avaient invité à une réunion de présentation de l'étude Cogite qui était portée, animée par M. Prévost de l'URSS et la chargée d'études du bureau Cogite. Cette étude, voilà, ouais, bien sûr, c'est une étude, en fait, c'est la communauté de communes qui a mandaté un bureau d'études pour être accompagné dans la démarche de transfert, en fait, pour organiser la transition entre l'échelon communal et l'échelon intercommunal, c'est-à-dire comment passer vis-à-vis de l'obligation dont parlait M. Walter sur le transfert en 2026, se faire accompagner sur comment le faire, quel choix politique faire en fonction de l'état des services, etc. Et du coup, la restitution, c'est en fait, et ça c'est toujours regrettable, parce que par ailleurs, nous, on accompagne des collectivités, on a accompagné la création de 3 régies intercommunales, donc du coup, sur des thématiques dans la même mission que le bureau d'études Cogite. Et l'idée, c'est que ça s'est assez vite focalisé sur l'idée régie versus DSP. Donc en fait, le bureau d'études a été missionné pour faire un état des lieux de la situation de chaque service communal. Du coup, ils sont allés rencontrer chacune des communes de la communauté pour savoir comment fonctionnait le service, dans quel état étaient les infrastructures, etc. etc. Sur la base de cet état des lieux, l'idée, c'est de se dire, après, on fait ce qu'on appelle, il y a tout un vocabulaire là aussi, des scénarios, c'est-à-dire, sous quelle manière on peut passer à cet échelon intercommunal. Et là, les scénarios, ils se sont résumés à soit de la gestion publique, soit de la gestion privée. Et en gros, après, la mission du bureau d'études par rapport à cette question, c'est de comparer qu'est-ce qui est mieux. Mais alors, on s'est rarement dit dans l'intérêt de qui, ça reste une question qui est rarement posée, mais en tout cas, qu'est-ce qui est mieux entre gestion privée et gestion publique. Et c'est souvent aussi focalisé sur la partie prix de l'eau. Parce que du coup, en fait, qu'est-ce qui est mieux vis-à-vis du prix de l'eau, mais pas du tout de la qualité du service, de qu'est-ce que contient le prix de l'eau, en gros, de quel coût de l'eau, parce que le prix de l'eau, c'est parce qu'il y a des coûts de l'eau, parce que l'eau est un bien commun, évidemment, mais elle a un coût. Les élus communaux sont bien placés pour le savoir. Du coup, l'idée, c'était que nous, notre analyse, pour répondre à votre question, et pour la faire rapide, on pourra en reparler, c'est qu'en fait, on a senti... sous des dessous d'objectivité et d'analyse objective, on a senti très vite un parti pris plutôt délégation de service public avec, j'ai plus trop en tête, ça date un petit peu, et puis comme je vous dis, j'ai pas eu trop le temps de relire le dossier, mais l'idée c'était toujours de dire, en gros, il y avait un vocabulaire dans la présentation aux élus communaux, qui étaient ceux qui étaient censés, après, via les conseillers communautaires, choisir finalement entre gestion privée et gestion publique. Le vocabulaire, tout le vocabulaire lié au risque était réservé à la gestion publique. Et la gestion privée était, rien que dans la présentation et dans la formulation, était très quand même rassurant, quoi. En gros, c'est voilà, vous n'allez pas être emmerdé, pour parler clairement. C'est le choix simple, tout ça. Après, sur les prix, ils ont eu la pudeur de dire que c'était exactement, en mettant quand même un point, parce que par rapport à ce vocabulaire du risque, moi, quelque chose qui m'a frappé, c'était la question de taille critique. C'est-à-dire, il disait, OK, la gestion publique, c'est bien, mais par contre, vu que Forcalquier, en plus, on sentait bien qu'il penchait vers une gestion privée, c'est-à-dire, voilà, si on restait à l'échelle les communes de la communauté, mais hors Forcalquier, en gros, il y a une taille critique qui fait que monter un service public, un réel service public qui marche avec trop de petites communes, tout ça, c'est critique. Voilà, vous voyez le principe de taille critique, donc c'est compliqué et du coup, c'est un peu effrayant. Et un point de contexte, mais bon, il y aurait beaucoup de points de contexte à faire. Il faut quand même noter par rapport à la loi NOTRe et à l'introduction que vous en avez fait, c'est qu'il y a quand même eu depuis 2015 selon nous, deux importantes modifications. En 2019, il y a une loi qui s'appelle Engagement et Proximité. Elles ont toujours des noms
Voilà, on ne sait pas d'où. Mais du coup, l'idée, c'était ce que ça introduit et qui a un réel impact dans l'organisation de ces transferts de compétences, c'était la possibilité d'une subdélégation aux communes ou aux syndicats. C'est-à-dire que le législateur, il disait, OK, on continue de vous obliger à transférer en 2026, mais par contre, vous avez la possibilité de rendre tout ou partie de la compétence aux communes. Alors, dans des modalités qui n'étaient pas très claires, voilà. Il y a cette première évolution réglementaire et en 2022, la loi 3DS, alors là, je ne sais plus, décentralisation, enfin, désolé pour l'acronyme, mais je ne saurais pas trop le traduire. Troisième stade de la Voilà, c'est ça. Et du coup, l'idée, c'était que par rapport à l'eau et à l'assainissement, ça permettait ce qui n'était pas le cas avant cette loi-là, de faire ce qu'on appelle des zonages tarifaires, c'est-à-dire que dans le cadre des transferts, il y avait possibilité de conserver un prix par commune et plus l'obligation de converger vers un tarif unique à l'échelle de la communauté, ce qui est compliqué dans beaucoup de cas et qui bloquait qui crispait beaucoup dans la question des transferts. Et donc du coup, ça c'était vraiment quelque chose qui n'a pas du tout été étudié dans dans l'étude Cogit, toutes ces souplesses réglementaires qui permettent de faire un service le plus sur mesure possible, elles n'ont pas du tout été envisagées ou fouillées. Alors peut-être qu'à la décharge du bureau d'études, je ne sais pas, ils avaient peut-être des délais, voilà, je ne sais pas. Donc voilà, voilà. Et la deuxième question, enfin, alors voilà, alors juste, j'ai pas eu le temps parce que voilà, mardi a été publié parce que nous, du coup, en tant que prestataire pour les collectivités, on répond à des marchés publics et du coup, il y a des plateformes qui sont sur Internet en fait, où on reçoit des mails chaque jour en disant, ben voilà, il y a telle commune qui lance tel marché public, et puis nous, en fonction de nos compétences, tout ça, on y répond pas. Et du coup, on a une veille, voilà. Et du coup, j'ai vu sortir mardi, j'ai téléchargé le dossier. En gros, voilà, donc aujourd'hui, le principe, c'est que vous portez la communauté de communes à consulter, à lancer un marché public pour une délégation de service public qui se terminera, je dis peut-être une bêtise, mais 1er janvier 2029 ou 30 décembre 2029, voilà, donc ça doit être 31 décembre 2029, alors du coup, pour démarrer au premier, voilà. L'idée, c'est que, en fait, la consultation, elle est construite comment? C'est un projet de contrat. C'est-à-dire, en gros, le marché public, en quoi il consiste? C'est la communauté de communes a envoyé un projet de contrat que chacun des opérateurs privés qui est intéressé par le contrat va devoir compléter en termes de moi, à quel prix je fais le service, combien de personnel je mets, en cas d'astreinte, s'il y a des problèmes, j'interviens dans un délai de 1 heure, 1 heure et demie, enfin voilà, il y a tout plein de détails. Le dossier, il y a un marché public pour l'eau potable et un marché public pour l'assainissement, c'est, je crois, 145 pages, je passe, projet de contrat, donc je l'ai lu en diagonale, mais en gros, notre analyse par rapport au contexte local, c'est qu'on a tout récemment, où il y a la Comcom Lure-Jabron, Vincent Durance, voilà, donc qui est basé à Aubignosc, centralisé à Aubignosc-Pépin, voilà, et qui prend la vallée du Jabron, a lancé une démarche assez analogue. Et en fait, parce que là, entre guillemets, pour parler clairement, ça sent mauvais. Quand le marché public est lancé, ça veut dire que derrière, il y a des entreprises qui vont répondre. Elles ont un délai pour répondre, je n'ai pas en tête le délai. Mais ensuite, après, le conseil communautaire va devoir se prononcer et choisir parmi les candidats quelle est la meilleure offre. Mais donc, du coup, ça veut dire que le mode de gestion, il n'est plus remis en question. Ça veut dire que vous partez là-dessus. Un bémol quand même, après je laisse la parole et puis on pourra en reparler, mais un bémol, c'est par rapport justement à Lure-Jabron, Vincent Durance. Ils étaient dans cette même démarche et à l'issue de la présentation des offres, une seule offre, la Société des Zones Marseille, les élus ont finalement décidé d'arrêter la procédure et de se laisser plus de temps. Donc, c'est pas définitif, mais voilà, ça, c'est quand même assez c'est difficile. Et un dernier point, pardon, et je laisse la parole ensuite. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que là, nous, et puis pour avoir été salarié de la Société des Zones Marseille, donc je les connais de l'intérieur et puis de l'extérieur aussi, du coup, moi, ce que je trouve regrettable, c'est que du coup, votre communauté leur rend un grand service. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu en difficulté. L'opérateur privé qui était la Société des Zones Marseille était un peu en ballottage, on va dire. Et là, aujourd'hui, ils prennent fort calquier, c'est fait. Mais ils vont prendre l'ensemble. Derrière, il y a les communautés de communes du Jabron pour laquelle la question va se reposer. Aubignosc et Pépin sont déjà
acquis à la Société de zone de Marseille. Et donc, du coup, il y a un vrai risque. Après, ils arrivent aux portes de Sisteron. Nous, lundi, on démarre, on va travailler pour la communauté de communes Sisteron et Belge. C'est nous qu'ils ont retenu pour les accompagner, pour faire le même boulot que Cogit a fait. Et du coup, ils vont arriver aux portes de la communauté de communes de Sisteron, qui pour l'instant a un franc compromis gestion publique et qui ne veut surtout pas entendre parler de délégation de services publics. Mais c'est quand même assez inconfortable d'avoir cet opérateur, parce que l'opérateur, on sait ce qu'il va vouloir, c'est à chaque fois essayer d'amortir le voilà. Et de remonter. Et surtout au parallèle avec cette, par contre, pour un point positif, c'est la DLVR qui quand même, elle, de son côté, plus au sud, a fait un tout autre choix et du coup, et qui est plutôt un bon exemple, quoi. Voilà, Merci. Camille, maire de Montlot. Donc, suite à la décision de la communauté de communes de passer à une gestion privée de l'eau et de l'assainissement, pour la totalité des communes, vous l'avez compris, de façon uniformisée, les questions, la communauté de communes donc, nous parle d'une DSP de 5 ans pour ensuite nous faire croire que nous reviendrons en régie en 2030. Donc, est-ce que tu penses que c'est une possibilité, un piège pour faire mieux accepter cette DSP? Quels sont les risques? Bonjour, ça fait plaisir de vous voir nombreux dans la salle. Je vais commencer par ne pas répondre à sa question. Je vais compléter ce qui a été dit. En fait, pour la communauté de communes, ce n'était pas la première étude. Déjà, en 2018, la communauté de communes avait commandité une étude comme ça coûte 60 000 €. L'agence de l'eau est généreuse, grâce à ce qu'on payait comme facture d'eau, mais en finance une partie. Et à cette époque-là, l'ensemble des maires, unanimement, étaient tout à fait opposés au transfert de compétences. Alors, le transfert de compétences, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ça veut dire que le réseau d'eau ne nous appartient plus, il appartient à la Comcom. Donc, repayez vos factures d'eau à la Comcom. Enfin, la commune n'existe plus et ces ouvrages ne lui appartiennent plus, quoi. Voilà. Donc, ça peut être un peu violent pour des élus qui entretiennent leur réseau depuis des années et des années. Et cette fois-ci, c'est vrai que cette étude Cogit était totalement téléguidée dès le départ pour une uniformisation, parce que c'était la volonté, et qu'on a fait je ne sais combien de soi-disant de copiles de travail et tout ça, mais c'était tout à fait pipoté déjà dès le début, parce qu'on voulait, et c'est même dans le cahier des charges, un prix de l'eau, un service unique, les mêmes astreintes. Donc, on va me faire croire que quand il y a une fuite d'eau à Montlot, il va y avoir quelqu'un qui va venir dans la demi-heure. Désolé, je n'y crois absolument pas. S'il y a une fuite d'eau à Montlot à 2h du matin, ça sera nous qui allons fermer la bouche à clé, je peux vous l'assurer. Hein. Et oui, donc, en fait, on va payer pour des services que de toute façon, on n'aurait pas. Il faut quand même comprendre que c'est deux choses tout à fait différentes, le transfert de compétences et la gestion. Notamment, Forcalquier va rester sur un mode à part, puisque la communauté de communes n'a jamais voté pour ce que Forcalquier allait faire. Donc, Forcalquier est déjà à la SEM, voulait absolument qu'on ait voté le conseil communautaire, le fait qu'on passait tous à la SEM, en délégation de service public, donc en tout cas en privatisation, avant que Forcalquier ne re-signe son contrat. Et Forcalquier aura un contrat à part. Et là, donc, ce dont on parle, c'est un contrat qui concernerait les autres communes, oui, c'est comme ça, sauf Forcalquier. Et ça a été décidé par le conseil communautaire. Donc, le conseil communautaire n'a voté que pour les autres communes. C'est comme ça. Oui, c'est particulier. Voilà. Donc, après, c'est vrai qu'il y a quand même 3 communes qui sont dissidentes, puisque nous, on n'est pas du tout d'accord pour privatiser notre réseau d'eau, et ni les gens qui y travaillent, ni quoi que ce soit, et qu'on envisage une autre solution, c'est-à-dire de rester en régie publique et de partir avec un syndicat. Donc, dans l'appel d'offres, en fait, il y a quand même cette variante qui est étudiée, de savoir comment ça va pouvoir être géré par la communauté de communes. Après, je pense que ça a été très bien expliqué dans le film. Est-ce que c'est sérieux de vouloir faire une DSP pour 5 ans, sachant qu'en plus, 1 an avant la fin de la DSP, on doit dire au délégataire qu'on ne veut plus rester avec lui, c'est sûr qu'il ne va pas faire beaucoup d'investissements, ni même entretenir les réseaux. Peut-être qu'il va faire comme pour les compteurs, là, comme ça a été expliqué, nous faire croire qu'il va changer tous les compteurs de plus de 15 ans. Et c'est tout à peu près, je pense, que ce qui va être fait.
Donc, on perd tout. Ce qui était vraiment très étonnant, c'est que quand on discutait avec les élus, mais de toutes les communes, hein, quand l'étude a été présentée, en fait, les élus de base des conseils municipaux étaient tous quand même pour rester, ceux qui étaient en régie, rester en régie, et que pendant l'été, de façon tout à fait extraordinaire, il y a eu un renversement de situation. Ce que tu as expliqué pour Newsel, c'est-à-dire que des fois, le conseil municipal n'était même pas au courant de ce que le maire avait dit. Voilà. Moi, je suis partie dans ce combat suite à une réunion publique en fait à Montlot où j'ai expliqué aux habitants de Montlot, donc c'était au mois de mai, ce qui se tramait au niveau de la communauté de communes, vu qu'on savait quand même dès le départ où ça allait se terminer, cette histoire de réunion. Et là, dans la salle, ça a été unanime. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Au moins dire qu'on n'est pas d'accord, ce qui n'a pas du tout plu à mes collègues. Donc, au départ, effectivement, on a parti à faire une pétition. Et puis après, il y a eu cette journée qu'il y a eu à Lure, c'est une montée en compétence et s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul, effectivement, rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes problématiques pour essayer de s'en sortir. Mais bon, c'est ce qui nous est vendu pour faire accepter la pilule. Mais en fait, il y a quand même peu de gens qui ont envie de l'accepter. Après, les gens, voilà, c'est pour d'autres raisons, quoi. Il se trouve que le président de notre comité de communes est aussi vice-président de la région et donc il a le portefeuille de la région, ce qui vous fait bien comprendre et qui peut très bien vous fermer si vous n'allez pas dans son sens et qu'il a encore redit il y a 2 jours. Voilà. Et qu'on a aussi le vice-président du département chargé d'attribuer les subventions aux communes. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est décidé, vous n'avez pas de subvention pour votre commune, ce qui est un problème quand même, un peu. Enfin, après, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc, la pétition a été lancée tardivement, mais enfin, on a fait au mieux, au mois d'août. Et le 21 septembre, on a appelé à une manifestation. Ça a bien marché, hein. Il y avait du monde, pas mal qui ont été là pour le vote. Ça a été voté le 21 septembre. En fait, il fallait que ça soit voté avant que Forcalquier aille signer. Et donc, en fait, on nous a même réunis le 31 août, les élus, la fin du copil, pour nous dire que vraiment, ce n'était absolument pas possible d'envisager de faire autre chose que de passer tous en délégation, ce qui était possible au mois de juin, puisqu'on nous a quand même expliqué au mois de juin que la décision serait politique. Bon, pendant l'été, le fait de faire une régie intercommunale était devenu totalement impossible. Voilà. Ouais. Avec des élus qui vous disent je suis contre, mais j'ai voté pour. Voilà. Chacun fait comme il peut, comme il veut. Voilà. La solution, je ne suis pas très... Pour l'instant, on n'est pas très fière. Je ne suis pas très fière de chercher un trou de souris pour essayer de m'échapper. Mais en fait, tant pis, hein, si je le trouve, je vais quand même le prendre, je vous le dis. Voilà. Donc, pour l'instant, on est 3. Là, je crois qu'il y a le premier adjoint de Liman aussi dans la salle, et Revest Saint-Martin. Et donc, on s'est rapproché du syndicat qui existe déjà depuis... une 50aine d'années, qui est Soman, l'hospitalier, et Revest des Brousses, qui a rejoint en 2015. Et donc, ça nous permettrait, nous, de rester en gestion publique de l'eau. Ouais, je voulais juste dire un tout petit mot parce que c'est peut-être pas super clair pour tout le monde. D'abord, je pense qu'il y a une confusion dans la tête de beaucoup de gens, y compris des élus, entre le fait de transférer la compétence et le fait de choisir le mode de gestion. Ce sont 2 décisions différentes. Or, c'est mélangé tout le temps dans le débat, y compris d'ailleurs par celles et ceux qui luttent contre le transfert de compétences ou contre la privatisation. Ce sont 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a le transfert de compétences qui est rendu obligatoire au 1er janvier 2026. Mais une fois que le transfert de compétences est effectué, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de passer en DSP ou de faire le même choix pour toute la communauté de communes. Parce que ça a été dit, il y a un changement dans la loi NOTRe en 2019. Et il y a la possibilité de choisir différents modes de gestion. Et donc, ça veut dire que si on passe si on transfère la compétence à la communauté de communes peut très bien décider de confier la gestion à un syndicat qui pourrait accessoirement recouvrir le territoire concerné en fonction de ses spécificités, etc. C'est déjà le cas dans un certain nombre d'endroits. De rendre aux communes la gestion de leur partie du réseau et de leur partie, etc. Donc, il y a plusieurs solutions qui existent. Et je pense que la confusion qui est entretenue, mais y compris par nous, parfois dans la discussion entre la question du transfert de la compétence et la question du choix du mode de gestion, c'est un problème parce que ça donne le sentiment que les 2 sont liés et donc que les 2 sont obligatoires, alors que ce n'est absolument pas le cas. Voilà, je voulais juste apporter cette précision. À l'inverse, comme ce qui s'est passé à Saint-Étienne-les-Orgues, puisque je suis élu de l'opposition à Saint-Étienne-les-Orgues, les élus qui se sont laissés embrigader dans
dans cette façon de voir les choses, le croit dur comme fer, disant que c'est impossible de faire autrement. Alors qu'en fait, pas du tout, évidemment. Les gens, ils racontent ce qu'ils veulent, mais quand même, bon, l'étude, elle est comme elle est. Elle est ce qu'on leur commandait aussi. Enfin, je ne suis pas là pour défendre le bureau d'études, mais enfin, c'était quand même bien. Il y avait plusieurs alternatives. Il y avait quand même si, effectivement, ont été écartés très vite de nombreux scénarios, à la fin, il restait une régie intercommunale avec différentes tailles et effectivement, soi-disant des seuils critiques, parce qu'en fait, on fait comme si on n'avait personne qui gérait le réseau d'eau, pas de secrétaire, pas de tout. Donc, ils calculent qu'il faut embaucher je ne sais combien d'équivalents temps plein. Alors, comme j'ai dit, moi, à mes administrés, je dis, ben, si on transfère l'eau à la Comcom, non seulement vous allez payer l'eau plus cher, mais en plus, vous allez payer plus d'impôts parce que la secrétaire qui passe je ne sais combien d'heures, enfin, je le sais, hein, à gérer le réseau d'eau et l'employé communal qui est toutes les semaines à la station d'épuration, je ne vais pas le licencier pour si peu, quoi. Et voilà, il a peu de chances qu'il soit rembauché à la communauté de communes. En tout cas, ce n'est pas le choix, alors que c'est fait sur d'autres communautés de communes. C'est vraiment un choix de notre communauté de communes, et que je sache, en tout cas, autour de nous, il n'y en a pas d'autres comme ça, d'imposer, en fait, à toutes les communes un mode de gestion unique. Monsieur Pujol en parlerait mieux. Les seuls qui veulent anticiper, c'est quand on veut nous pousser à aller en privatiser le réseau. Hein. Première fois que je vois dans le débat public une étude de période de gestion. Non, mais il n'y a pas eu du tout de débat, parce qu'en fait, nous ce qu'on demandait, c'était justement, quand on a senti que ça allait passer comme ça en force, en fait, aucun maire de la Comcom n'a été élu pour privatiser son réseau d'eau. Ce n'était dans le programme de personne, si vous voulez. Donc ce qu'on a demandé, nous, c'est qu'il y ait un débat avant que ça soit décidé, ou même des réunions d'information. Et ça nous a été refusé. Alors, je voudrais qu'on termine avec Claude Testanière, qui est porte-parole du collectif intercommunal pour une régie publique de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon, qui s'est battu avec son collectif pendant de très nombreuses années pour que, entre autres, Manosque repasse en régie publique. Et c'est chose faite depuis le 1er janvier 2024, que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé et de nous dire qu'est-ce qui va changer pour les usagers grâce à cette gestion publique, donc plus économe et plus à même de défendre le bien commun. Moi, je veux dire, déjà, ils deviennent des usagers parce qu'avant, ils sont des clients. Merci. Alors, avant de répondre à ta question, moi aussi, j'ai fait 40 ans d'éducation nationale et avec la Parade, j'ai appris qu'un bon pédagogue répond aux questions qui ne sont pas posées. C'est par ça que je vais commencer. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Et puis, ce n'est pas une figure de style ni un élément de langage, mais je suis très heureux de voir une salle si comble à Niozelle. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons commencé notre collectif et notre première conférence à Manosque en octobre 2017, les Manosquins étaient moins nombreux que vous ne l'êtes ce soir, donc vous pouvez vous applaudir. C'est un bon moyen de combat. Lorsque nous avons commencé notre combat il y a 15 ans, c'était au moment où, je dirais, dans la vague nationale, il y avait des retours en régie publique. Nous étions très sensibilisés à ce qui s'était passé à Paris. Le film en témoignait. Ce qui venait de se passer à Digne-les-Bains, puisque retour en régie publique à partir de 2008. Et donc, nous nous sommes dit, sur Manosque, qu'il n'y a pas de raison que nous n'y parvenions pas. Il y avait également tout ce qui est syndicat Durance-Luberon vers Pertuis jusqu'à Mérendol, qui passait en régie publique aussi dans la même période. Il y avait le pays d'Aix. Et puis, il y avait quelque chose aussi pour nous qui nous semblait important, le pays de Gex. Alors, c'est très loin d'ici. Mais le pays de Gex n'a jamais vu un élu de gauche depuis 1922. Et le pays de Gex, au nom d'une bonne gestion du bien commun, passait en régie publique. Donc on a dit, ça nous donnait beaucoup d'élan pour mener ce combat. Donc en 2017, nous avons commencé notre collectif. Pour quelle raison ? Pour la raison simple, c'est qu'en fin 2017, il devait y avoir la fin de la délégation de services publics auprès de l'Assor. Donc, l'occasion nous était offerte de remettre, dans la discussion, le fait que l'on puisse passer en régie publique. Alors, on a perdu. Ça ne s'est pas fait. Il y a eu une prorogation de DSP de 2018 jusqu'à fin 2023, parce que dans la communauté de communes de la DLVA,
27 communes, 23 étaient en régie publique historique et 4 communes étaient en DSP. Manosque, Pierrevert, Valensole et Vinon. Alors certaines pour l'eau, d'autres pour l'assainissement. Manosque était à la fois pour l'eau et pour l'assainissement. Et à ce moment-là, le conseil communautaire a décidé de proroger la DSP jusqu'à fin 2023 parce que toutes les dates ne correspondaient pas en fin de DSP. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait ce que vous faites, c'est-à-dire on a fait des conférences, on a fait des pétitions, on a mis en lumière les travaux de la SOR et nous avons participé à quelque chose qui ne peut pas être mis en place, je sais, immédiatement ici sur cette communauté de communes, parce qu'il y a un faible nombre, c'est le Conseil consultatif des services publics locaux. Le Conseil consultatif des services publics locaux, Anne Gros-Perrin l'a évoqué tout à l'heure. Alors, je regrette de ne pas avoir pu rencontrer Anne parce que elle nous a beaucoup apporté. Moi, j'ai eu le plaisir, l'honneur et l'avantage de la rencontrer à 2 reprises. Et c'est une femme formidable qui nous a beaucoup armés, utilisés. Tout à l'heure, la dame parlait de Gabriel Amar. Lui également nous a beaucoup aidés, puisqu'il fait partie de ces personnes qui avaient mis en place la régie publique des bassins de l'Essonne, une grosse bataille qu'il avait menée, je crois, contre Suez. Et nous avions fait également venir Emmanuel Poilane, qui était à l'époque le directeur de la fondation Daniel Mitterrand, et qui avait mené un combat pour éviter les coupures d'eau lorsqu'il n'y avait pas de règlement. Donc, à partir de là, nous avons obtenu la communication de documents qui s'appellent les RAD, rapports annuels du délégataire de la SOR, et les RPQS, rapports prix, qualité, service. Et alors, bon, ce n'est pas des lectures aisées, hein. Et si vous avez des problèmes d'endormissement, ou vous payez un RAD, vous allez voir, c'est mieux qu'un somnifère, ça vous cloue. Donc, et dans l'analyse des rapports annuels du délégataire, on s'est rendu compte, et ça aussi grâce à l'aide de Gabriel, de point de vue, grâce à son expertise, on est allé voir ce qui était les différents chapitres qui faisaient, quand on payait l'eau, qu'est-ce qu'on payait. Et il y avait une ligne qui était écrite pour que personne comprenne. Ça s'appelait « Contribution aux services centraux ». Alors, contribution aux services centraux, quand on va derrière, c'est les frais de siège de la SOR, ce sont les impôts de la SOR, ce sont y compris les amendes que doit payer la SOR, et je garde le meilleur pour la fin, les dividendes versés aux actionnaires. Et pour une ville comme Manosque, cette ligne, de temps en temps, c'était entre 120 et 160 000 euros. Une paille, quoi. Donc, c'est énorme. Donc, tout à l'heure, vous disiez, ou tu disais, le prix de l'eau. L'eau a un prix. Oui, elle coûte la production, la potabilisation, la distribution, mais le prix de l'eau doit aller à l'eau. Elle ne doit pas aller au financement des actionnaires. Et là, ne nous racontons pas d'histoire. On va vers une confrontation entre la défense de l'eau, bien commun, en régie publique, contre les intérêts capitalistes des entreprises, Veolia, Suez, SEM, etc. Ça ne va pas être tendre, quoi. Donc, là aussi, je le dis parce que ce n'est pas une partie de plaisir. Les intérêts sont trop énormes pour qu'ils laissent faire sans réagir. Alors, et si je dis cela, c'est aussi parce que aujourd'hui, la SOR vient de perdre un marché, un gros marché, hein, toute la DLVA, c'est pas rien. Mais si elle veut rester compétitive et arriver à faire des propositions à d'autres communes, elle est obligée de montrer qu'elle a conservé des compétences en termes d'hydrologue, d'ingénieur, de technicien, etc. Et qu'elle a une force de frappe à même de faire des prestations de services à d'autres communes. Et ça, c'est un enjeu énorme pour elle. Donc, il en va de même pour la SEM, et c'est l'illustration que vous donniez.
il faut, pour la SEM, qu'elle montre qu'elle est encore capable de faire de la bonne prestation de service. Donc ce combat, il est important et je vous souhaite du courage et on vous aidera pour ça parce que c'est pas une mince affaire, quoi. Nous, on s'est battu, on a réussi. On n'est pas meilleur du côté de Manosque que de la vallée de la Durance que vous ne pouvez l'être au pied de la montagne de Lure. Les raisons de notre combat, ils ont été évoqués, ils ne sont pas différents. Le côté social. Actuellement, nous, on continue à se battre pour la question sociale, notamment à exiger une tarification sociale de l'eau. Notamment, on met en avant les 15 premiers mètres cubes gratuits. On pose la question de l'abonnement, parce que dans le même temps où il y a la nécessité de faire une préservation de la ressource, c'est-à-dire amener les gens à ce qu'ils consomment moins, aujourd'hui, quand on paye un abonnement à 69 € pour des personnes qui consomment que 20 mètres cubes, ben c'est énorme le prix de l'abonnement, le poids de l'abonnement dans la consommation. Donc c'est un combat. Le troisième combat, c'est la préservation des captages aussi. Parce que sur Manosque, nous avons déjà des sources, des points de captage qui ont été annulés parce que trop pollués. Pollués parce que, et là c'est pas simple, parce qu'il y a une agriculture importante dans la vallée de la Durance. Donc avec l'utilisation d'intrants qui ne sont pas toujours bons pour la qualité de l'eau, mais en même temps on a nécessité d'avoir une agriculture. C'est toute l'actualité que l'on voit, hein. Donc c'est pas simple. On a besoin d'agriculteurs, mais on a besoin aussi d'une autre agriculture. Donc, on se bat également sur la préservation des zones de captage. Et puis, il y a un aspect, au-delà du social, de l'écologique, le côté démocratique. Avec la SOR, c'était l'opacité totale. Aujourd'hui, il y aura mise en place d'un conseil d'exploitation. Ce n'est pas un conseil d'administration comme dans certaines régies publiques, c'est un conseil d'exploitation avec des élus, des représentants du personnel et des représentants des usagers. Actuellement, c'est un représentant de délégué du personnel et un représentant des usagers. J'ai entendu tout à l'heure Anne Cropérin qui est là encore un bon exemple sur la ville métropole de Lyon, puisqu'elle a 4 représentants du personnel et 4 représentants des usagers. C'est du Ferrari, quoi. Ça fait rêver. Et en tout cas, c'est là-dessus que je veux conclure sur la question démocratique, c'est que pour gagner avec la SEM, ce sont des lucifluges et des photophobes. Ils n'aiment pas la lumière. Dès que vous mettrez en lumière toutes leurs pratiques, vous n'aurez pas gagné, mais eux, ils auront déjà perdu. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Éric de Pierru, de Saint-Pierre. Moi, j'ai une question peut-être pour Monsieur Testanière, parce qu'on nous a exposé des arguments sur la difficulté d'être rapidement, de faire un transfert aujourd'hui. Alors, ce n'est pas un transfert de compétences, c'est un transfert plutôt de compétences humaines, c'est-à-dire les gens qui travaillent directement sur les réseaux aujourd'hui, qui sont à la SEM, entre autres sur le secteur, mais qui étaient à la SOR sur Manosque. Ces gens-là, ils deviennent quoi? C'est-à-dire qu'ils sont certainement bien payés, ils ont certainement des avantages, des véhicules, etc., etc. Ça a été le sujet abordé en conseil municipal il n'y a pas très longtemps à Pierre-Rue. Et qu'est-ce qui fait? On nous expose un argument qui est de dire faire tout de suite sur la communauté de communes, en tout cas de Forcalquier, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas les éléments. Alors à Montlot, c'est différent, mais on n'a pas les éléments. Il faudrait trouver, recruter, et on ne va pas pouvoir le faire. Donc on va attendre 5 ans pour pouvoir recruter. En gros, c'est l'argument. Comment ça se passe sur Manosque? Je réponds tout de suite. Oui, alors, sur Manosque, je risque d'être très technique, je m'en excuse par avance. Donc, au moment où la communauté de communes a voté le principe du retour en régie publique, ça s'est fait par un vote en octobre 2022. La communauté de communes s'est donné 1 an pour tuiler le passage de la DSP à la régie publique. Et la régie publique date du 5 janvier 2024. Au cours de l'année 2023, il y a eu des travaux notamment menés avec le bureau d'études de Cogit, je crois, c'est mai 2023. En mai 2023, donc il y a eu des travaux menés par le bureau d'études. Ensuite, il y a eu des rencontres. Alors moi, je ne suis pas élu, hein. Je n'ai ces informations qu'en deuxième main, c'est-à-dire dans le cadre des rencontres, comme j'évoquais tout à l'heure, du comité consultatif des services publics locaux.
Au mois de mai, il y a eu des premières rencontres entre le conseil communautaire et les délégués du personnel de la SOR. Il y a eu une deuxième rencontre le 28 juillet, le matin, parce que nous, on avait la réunion du CCSPL l'après-midi, et il y avait une rencontre à nouveau entre les élus de la DLVA et les délégués du personnel pour encore peaufiner un petit peu les derniers éléments. Et ensuite, il y a la mise en place en ce moment-là, janvier-février, de ce qu'on appelle le conseil syndical, le conseil social économique, c'est-à-dire où on va étudier les statuts des uns et des autres. Il y a une mesure conservatoire pendant 15 mois pour, je dirais, examiner tout ce qui est indice, avantages acquis, etc. Dans le cadre du... Alors, CGCT, excusez-moi, j'ai oublié ce que ça veut dire, le comité général des collectivités territoriales, le code général des collectivités territoriales. Il y a obligation, au moment où on passe de DSP en régie publique, à faire la proposition au personnel d'être intégré. Il y a obligation de le proposer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de venir. À titre d'exemple, en 2008, lorsque Digne a intégré du personnel, il y avait une vingtaine de personnels qui étaient soumis à cette possibilité. 15 seulement ont intégré la régie. Certains voulant rester dans l'ancienne entreprise privée. Pour cause, c'est que l'entreprise privée, à ce moment-là, a tout fait pour se conserver ses compétences. Et je me souviens, alors là, c'était un aparté, si vous rencontrez Serge Faudrin et que vous dites « Testanière, il a dit ça », Faudrin pourra dire « Non, non, il a menti ». Bon, hors réunion du CCSPL, Serge Faudrin m'a dit « On est peut-être un peu emmerdé parce qu'il y a des compétences fines où les gars, ben, ils me mettent la dragée haute parce qu'ils savent qu'ils ont une compétence rare et donc ils vont la négocier auprès de la SOR comme ils la négocient auprès de nous. » Manifestement, ça s'est réglé, mais ça, c'est parce que la discussion qu'on a eue, là, c'était en juillet-août, quoi. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Donc, physiquement, il y a grand nombre de personnel de la SOR qui a intégré la régie publique. Je sais qu'il y a un processus de recrutement qui avait été mis en place en septembre-octobre 2023. Est-ce qu'il est abouti? Je n'en sais rien. Nous avons une réunion du CCSPL vendredi 23 février. Peut-être que je disposerai à ce moment-là d'éléments supplémentaires. Du coup, pour effectivement, la DLVA, c'est le cas de pas mal de communautés de communes, enfin, c'est communautés d'agglomération du coup pour vous, mais communautés de communes aussi. Ce qu'on observe, nous, en tant que, parce qu'on fait de l'assistance à l'exploitation, c'est-à-dire on accompagne aussi pour la partie électromécanique, tout ça. Donc, ce qu'on observe avec la DLVA, c'est qu'en ce moment, ils débauchent de tous les côtés. Donc, ça veut bien dire, pour parler de façon... mais c'est que ils s'alignent sur les salaires des délégataires privés. Nous, on a une collègue à nous qui est dans notre bureau d'études. Elle est partie à la DLVA. C'est 700 € net de plus par mois sur son salaire. On ne payait pas fantastiquement bien, mais c'est pour dire que voilà, il y a quand même... Voilà, non, mais donc, et la directrice du service de l'eau de Sisteron rejoint la DLVA, a rejoint la DLVA parce que ça y est, c'est fait. Donc, du coup, c'est bien signe que les opérateurs publics, ils arrivent à s'aligner et ils ont même plus d'arguments que les opérateurs privés, à quelques exceptions près. Comme on disait, il y a peut-être des compétences et des statuts qui sont difficiles à recruter, mais voilà. C'est-à-dire, si la SOR dit moi, je te propose plutôt comme un os qu'un poste d'ingénieur hydrologue à Nîmes, je dis Nîmes parce que c'est la SOR. Et voilà, je suis assez sensible à ça, quoi. C'est un peu là. Par contre, sur la Comcom, la photo, c'était qu'il y avait 10 communes, il y a 10 communes qui sont en régie, donc qui pour l'instant gèrent leur réseau d'eau. Si par malheur, elles partent à la SEM, dans 5 ans, il n'y a plus personne qui saura comment marchent les réseaux d'eau. Parce que la fourberie ultime de nos élus, quand même, enfin de nos élus, ouais, je ne sais pas comment on dit, c'est de dire on fait le sale boulot, on anticipe
Après, on n'a plus le temps de faire autre chose. Voilà, on a décidé d'anticiper 1 an. Comme ça, après, on dit on n'a plus le temps de faire autre chose que de partir à la SEM et de faire une régie, c'est plus possible. Et comme ça, les prochains qui se présenteront en 2026, ça ne sera pas eux qui auront fait le sale boulot. Voilà. Mais par contre, les nouveaux, ils n'auront même pas eu à gérer un réseau d'eau précédemment, donc ils n'y connaîtront rien. Les employés, eh ben, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils seront, à quoi ils vont être, non mais à quoi ils vont travailler pendant ces années-là. Les entreprises qu'on fait travailler, parce que pour l'instant, dans une petite commune, en général, on est en dessous des seuils de marché et on a la chance de pouvoir faire travailler le plombier du coin, qui, pour moi, fait encore ses factures à la main, mais est tout à fait honnête. Et quand vous l'appelez le dimanche à 9h, il vient. Voilà. Cette personne-là, elle sera incapable de remplir un marché dématérialisé à l'échelle de la Comcom, quoi. Donc, c'est quand même toute une économie locale et tout un savoir-faire que l'on va perdre. Et dans 5 ans, on nous dira, ben oui, vous n'êtes pas capable. Enfin, comme on vous a dit en 2017, quoi. On n'est pas prêt et puis on n'est pas manosque. Mon lot n'est pas manosque. Juste un élément d'information. Ce que je vous ai donné en termes d'équivalent temps plein, etc., a été mis et élaboré par le bureau Cogite. Et des bons boulots. Ouais. Mise en œuvre sur la DG, apparemment, il y a eu des coupés, ils ont failli, ça a pris. Mais on veille au grain. Mais non, peut-être que. Et je voulais juste rajouter un petit mot sur cette question des personnels. Il y a 10 communes en régie publique de l'eau sur la communauté de communes. Il y a bien des gens qui s'en occupent du réseau. Donc il y a bien des professionnels qui sont là. Alors certes, je le disais tout à l'heure, il faut le saluer, il y a des élus qui donnent de leur temps et de leur personne, etc. Mais pas que. Ces gens-là existent. Ces gens-là aussi peuvent être intégrés à une régie. Ces gens-là portent une expertise, etc. Et si ce sont des gens qui ont d'autres tâches dans tel ou tel village, mais qu'ils ont cette spécialité de l'eau, on les transfère à la régie publique de l'eau et puis on embauche quelqu'un d'autre qui va venir faire les travaux de cantonnier, etc. On a des expertises, il y a des expertises nettement plus fines que la SEM ou n'importe qui d'autre sur nos propres réseaux d'eau. Je suis habitant de Pierrerue. C'est pas vraiment une question en fait. J'ai lu, mais pas le soir, effectivement, parce que c'est un peu indigeste, le fameux rapport. J'ai trouvé anecdotique, mais enfin, quand c'est à 60 000 €, c'est un peu raide, il y a quand même une erreur de calcul. Mais quand on est dans une partie, on est hors taxe, après on se retrouve avec la TVA, sachant, moi j'ai repris ma facture, il y a des taux différents appliqués suivant les différentes choses, je vais pas m'étaler là-dessus. Enfin, c'est un peu problématique quand même pour un Pékin comme moi d'arriver à comprendre et à pouvoir comparer surtout. Sur la question des équivalents temps plein. Alors, il y a un moment dans ce rapport, à propos de l'ingénieur, ou je ne sais pas exactement, il y a un pourcentage d'équivalent temps plein qui n'est pas le même pour la DSP et pour la régie. Alors ça, je n'ai pas très bien compris pourquoi, parce que je pense que dans les deux cas, il fait le même boulot. Ça, c'est une chose. Et dans le calcul, quand même, au calcul des équivalents temps plein qui sont ramenés à des unités de personnes. Alors, je ne sais pas si c'est très clair d'expliquer comme ça. Pour la SEM, ils calculent le temps exactement passé par les personnels de la SEM. Quand on passe en régie, en fait, le fameux ingénieur qui, du côté de la SEM, passera 70% de son temps, on considère que c'est un bonhomme du côté de la régie qui va donc le payer à 100%. Et du coup, on arrive quand même, et ce n'est pas négligeable, à une différence des montants de salaire qui ne font quand même 100 000 €. Ce qui est vraiment pas rien. Et effectivement, comme le disait Camille tout à l'heure, il y a des gens qui sont sur place, et ces gens-là, ils peuvent être très bien payés. Alors, ils sont payés à 100% évidemment, mais 70% de leur temps, ça va utiliser pour le réseau, puisque c'est apparemment ce qui est dit, et ils peuvent faire autre chose pour la commune après. Mais ça, dans ce rapport, en fait, c'est chiffré comme si finalement, le reste du temps, ils ne faisaient rien. Ça, c'est un vrai scandale. En fait, c'est la volonté. En fait, il fallait que l'étude corrobore, et même le bureau d'études était quand même un petit peu gêné parce que c'était complètement ridicule, quoi. À la fin, c'était n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Ils nous ont fait croire qu'ils avaient travaillé, ou en tout cas qu'on leur avait demandé de travailler pour étudier, pour faire une régie intercommunale sur 3 communes, donc Montlot, Revest et Liman. Alors effectivement, grâce à ce que tu as expliqué, c'est-à-dire que s'il fallait par exemple un quart de cantonnier, en fait il fallait un, parce qu'on n'allait pas embaucher un quart de cantonnier. Donc forcément on arrivait à des coûts totalement délirants, alors qu'on a tous déjà des cantonniers, des secrétaires, des logiciels, des réseaux qui marchent et des prestataires. Voilà. Et en fait, le fait, parce que forcément on n'a pas toutes les compétences dans une commune, donc on fait travailler quand même des sociétés, évidemment on analyse tout ce qu'on n'a pas. Et ça en fait c'était plus possible.
Il fallait que, d'un seul coup, la régie ait toutes les compétences en interne. Et surtout, à Pierre-Heroux, pendant toutes les réunions, votre maire a dit « Je ne veux plus être en délégation, je ne veux plus être en délégation, je ne veux plus être en délégation ». Il était le plus pro-régie. Et quand, à la fin, on nous a expliqué que, finalement, oui, il était pour la délégation et que je menais un combat d'arrière-garde, honnêtement, je me dis, voilà, c'était absolument incroyable, quoi. Parce que nous, on se pose des questions à Pierre-Heroux. Hein. On n'a pas la réponse. Hein. Après, on va tomber dans la diffamation, donc on va se calmer. Mais c'est quand même suspect, quoi. Pierre-Heroux, qui est un peu spécifique, c'est que du coup, vous êtes en délégation déjà de service public et du coup, l'audit sur lequel on a travaillé a abouti à des pénalités assez importantes. Et donc, du coup, il y a eu des négociations plus ou moins transparentes avec la mairie et l'entreprise qui ont abouti à quelque chose qui, a priori, satisfaisait le conseil municipal. Et qui est plutôt bien, parce que c'est quand même, je crois, 130 000 euros, 140 000 euros que la SEM a donné à la commune de Pierre-Heroux pour des pénalités parce qu'elle n'avait pas respecté ce à quoi elle s'était engagée, quoi. Donc, et peut-être que ça a peut-être sa part aussi dans les points d'interrogation, quoi. Il y a quand même un point important aussi de contexte qui est le fait qu'on a, en termes d'âge et d'état des infrastructures d'eau et d'assainissement, il faut bien avoir en tête, comme on parlait pas mal de coûts de l'eau, de prix de l'eau, que les besoins d'investissement, ils vont être croissants et ils vont être très importants en fonction des communes à court ou moyen terme. Et ça veut dire que le prix de l'eau, le coût de l'eau, sans parler du prix de l'eau, le coût de l'eau va forcément augmenter. Parce que les réseaux, en gros, l'eau potable, les années 50-60, les durées de vie des réseaux posés à l'époque, c'est 60-80 ans. Là, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle le rendement réseau. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais le taux, c'est l'inverse du taux de fuite. En fait, si vous avez 20% de l'eau qui part en fuite, ça veut dire 80% de rendement de réseau. Aujourd'hui, il remonte sur pas mal de communes, mais c'est des réparations. Il y a beaucoup de réparations de fuite où on trouve une fuite, on la répare, mais le tuyau continue de vieillir. Et du coup, voilà, il faut s'attendre à des besoins colossaux. Et dans le contexte de la communauté de communes, moi, ce que je trouve assez inquiétant, si j'étais usager de la communauté de communes, ce que je ne suis pas, mais bon, qui est quand même, c'est le côté qu'en fait, en reportant de 5 années, les élus, comme disait Camille, vont se retrouver avec beaucoup moins de maîtrise du service. Donc, pour maîtriser la politique d'investissement avec des besoins d'investissement qui vont augmenter, ça va forcément, pour caricaturer et le dire simplement, aboutir à du gaspillage d'argent. Parce qu'en fait, finalement, qui mieux que celui qui gère le service au quotidien peut savoir où c'est qu'il vaut mieux mettre l'euro, où c'est qu'il vaut mieux mettre les budgets et quelles sont les priorités. Là, le problème, c'est qu'avec un délégataire de service, en plus, vu le format de la délégation de service public par rapport à la consultation comme elle est lancée, on sent bien que ça va être démerdez-vous avec ça. L'ingénieur en question qui est mentionné dans l'étude, c'est aussi un ingénieur. Il y a aussi temps plein côté communauté de communes qui est censé contrôler la délégation de service public, mais c'est 30%. 30% sur une étude comme ça, sur un marché comme ça, quelqu'un qui n'est pas forcément compétent sur l'assainissement, déjà, il faut trouver quelqu'un qui va travailler. Il est compétent. Oui, mais Cindy Benzaïd, il est compétent, mais sur l'eau et l'assainissement, sur l'électromécanique, sur les choses, il a une capacité critique qui est limitée par rapport à la Société des eaux de Marseille. Ça, c'est une évidence, et qui qu'il soit. Hein. Mais en plus, là aussi, on vous dit, là, c'est 30%. C'est-à-dire qu'en gros, dans le scénario DSP de Cogit, le 30% de M. Benzaïd, il n'avait pas arrondi à 1, quoi. Alors qu'ils auraient dû, parce que dans la même logique que ce qu'ils avaient fait, il était sous-estimé, et en plus dans les calculs. Voilà. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que moi, ce que j'alertais les élus de Pierre-Heroux là-dessus, quand ils m'avaient demandé une contre-analyse, une contre-expertise, c'était sur le fait, attention, c'est-à-dire que du coup, vous allez arriver dans un contexte où il va y avoir, le coût va augmenter. Donc à un moment, si vous perdez la main, faire croire que dans 5 ans, vous allez redevenir en régie, quand vous maîtrisez plus rien du service, que vous n'êtes plus à même, vous n'avez pas d'esprit critique, ça sera... La bonne solution sera toujours, dans tous les cas, de le laisser à la SEM, parce qu'en fait, ça sera trop risqué, parce que vous pourriez pas... La transition sera beaucoup plus violente que ce qu'elle peut l'être aujourd'hui. Je me pose la question de la spécificité du monde rural par rapport au monde urbain, parce qu'en fait, on se rend compte que quand même, c'est plutôt les agglomérations, hormis les différences réglementaires, puisque la loi NOTRe s'applique plutôt d'abord au comité d'agglo et métropole. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le monde rural a plus de mal à repasser en gestion publique? Je sais pas.
J'aurais pas la réponse avec tous les éléments. Il y a un premier élément qui est celui que je donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans une mairie comme Niozelle, comme Pierre-Rue, comme personnel, il y a une secrétaire à mi-temps, un employé municipal à plein temps, etc. Il n'y a pas de service technique, il n'y a pas tout ça, etc. Et les élus qui siègent au conseil municipal sont à 80% bénévoles et bossent à côté ou pas, mais bon. Donc, il y a cette première chose-là, c'est-à-dire que déléguer semble une facilité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a un pro qui va s'en occuper. Et pour avoir dans ce village un maire qui s'est occupé du réseau d'eau pendant 30 ans, oui, effectivement, c'est du boulot. Paul, il se levait à 4 h du mat quand l'alarme sonnait, c'était lui qui allait fermer la bouche à clé, etc. Bon, c'est un sacerdoce quand même à un moment donné. Donc, déléguer, ça peut apparaître comme une solution. Mais là, encore une fois, il y a une confusion d'abord entre la question du transfert de compétences et la question de la délégation. C'est-à-dire que justement, on pourrait se dire, puisqu'on passe à une communauté de communes, bah là, justement, on a les moyens, en mutualisant, de répondre à ces questions-là. Donc, c'est un faux problème, en fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense, ça a été un peu dit sur la manière dont sont menées les études. Ça a été très bien dit il y a 15 jours par Bernard Mounier. Ça demande une technicité quand même si ce n'est pas que de la technique, ça demande une technicité. Et encore une fois, c'est plus facile de faire jouer des réseaux, de faire lire, de faire analyser, etc. quand tu es un gros collectif qu'un petit collectif ou quand encore une fois, tu reçois le dossier en PDF 3 jours avant le conseil municipal ou le conseil communautaire. Et puis que, voilà, c'est pas pour excuser, mais c'est pour dire que ça fait partie des choses qui font que c'est peut-être plus facile de tordre le bras à des petites communes et dans le monde rural. Et puis après, il y a le mensonge majeur, moi qui me semble celui qui fait passer la pilule à chaque fois, c'est la question du seuil critique et des économies d'échelle, etc. C'est-à-dire que le discours, c'est toujours le même, c'est vous êtes trop petit, il faut grossir pour, et puis on te dit il faut grossir pour conserver un service public, et en même temps on te dit on va passer au privé. Mais nous, on vit ça à l'hôpital, on vit ça à l'école, etc. C'est-à-dire qu'on te dit, oui, ben là, vous n'avez plus assez d'élèves dans votre village, il faut faire un RPI, puis on vous conserve les classes, et puis tu fais un RPI, Rassemblement Pédagogique Intercommunal. Tu fais un Rassemblement Pédagogique Intercommunal, et on te supprime une classe. Donc voilà, c'est le mensonge de base, c'est ce qui est dit, c'est vous êtes trop petit. Je rappelle quand même que dans les objectifs de la loi NOTRe au départ, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, il y avait un seuil critique de 40 000 pour une communauté de communes. C'était fixé dans la loi NOTRe. Et donc, tu calcules sur le 0,4, ça veut dire 4 communautés de communes. Et au départ, c'était prévu comme tel. C'est-à-dire que la marche en avant vers les communautés de communes, c'était une communauté de communes à Sisteron, une à Fort-Calquier, Manosque, etc., une à Riez et dans le sud du département, et une à Digne, et point, fin de la conversation. Parce qu'on te disait, en dessous de 40 000, vous êtes sous le seuil critique pour organiser de vrais services publics, etc. etc. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu de la résistance. Et ça, moi, il faut toujours le redire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, Claude et le collectif de la DLVA en est un exemple type, mais on nous installe dans une idée que c'est irrévocable. Et on nous installe aussi, et on s'auto-installe, je tiens à le dire, nous nous auto-installons dans une impuissance politique. Et donc, il faut reprendre le pouvoir sur ses communs. Et pour reprendre le pouvoir, on l'a dit au début, je le redis là, il faut monter en compétence. Merci pour l'exemple qui est donné par les camarades de Pierre-Rue. C'est ça, monter en compétence. Mais on peut monter en compétence tout seul chez soi, et c'est pas super. Et on peut monter en compétence collectivement. On s'empare des dossiers. On se rend compte que finalement, on n'est pas plus crétin que les types d'en face ou que ceux qui sont dans les bureaux d'études et qu'on arrive à lire et à trouver la ligne qui dit qu'en fait, là, il y a du pognon qui s'en va, etc. Et puis, ça tombe bien parce que une fois qu'on sera monté en compétence et qu'on sera monté en compétence collectivement autour d'un problème qui nous concerne tous, tiens, il y a une équipe qui est constituée sur un problème commun. Tiens, ça fera un super conseil municipal, ça. J'ai une petite précision aussi, je trouve intéressant de savoir et de dire que par rapport à cette question de mutualisation et du personnel, sur la communauté de communes Sisteron et Buèche, donc 60 communes au demeurant, donc 62 communes, et ils n'envisagent pas d'anticiper le transfert. Hein, donc voilà. Mais au niveau du personnel, dans le travail qu'ils sont en train de faire là, pour préparer le transfert de compétences,
ils envisagent de conventionner, un conventionnement entre la communauté de communes et les communes pour que le personnel communal qui prend une partie de son temps sur la gestion des réseaux, qui a la connaissance des réseaux, et voilà, donc un conventionnement qui ferait que au prorata du temps que ce personnel passe sur les réseaux, son salaire pourrait être pris en charge par la communauté de communes. Voilà. Alors que nous, on dit qu'il ne pourrait pas... ça ne serait pas possible de transférer, et voilà. C'est une question de volonté. Par rapport à ce que disait, la question que posait Mathieu, en fait, il y a quand même des associations d'élus, notamment les maires ruraux, notamment les élus de la montagne, qui vraiment font le forcing pour que le transfert ne soit pas obligatoire, parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Après, bon, je ne sais pas à Niozelle, mais je vais redire à Montlo, on a l'eau au robinet que depuis 1958. Et pour les élus, c'est leur réseau. Et être dépossédé de ça, je veux dire, tout à l'heure, Léo le disait, c'est pas facile de trouver des gens pour être au conseil municipal, mais si c'est que pour arroser les chrysanthèmes et lire les discours le 11 novembre, on en trouvera encore moins. Parce que moi, c'est ce que j'ai découvert, et c'est pour ça que je suis devant vous, c'est que s'il y a un sujet qui intéresse les gens, c'est l'eau. Je veux dire, moi, dans ma commune, que ce soit de gauche, de droite, n'importe qui vous voulez, des gens que je pense que de leur vie n'avaient jamais manifesté étaient le 21 septembre au conseil communautaire. D'ailleurs, ils ont été édifiés de ce qu'ils ont vu. Je ne pense pas qu'ils ont envie d'y retourner. Ça mobilise c'est un sujet qui mobilise les gens. Je veux dire, je n'ai jamais vu aucune pétition pour aller en DSP, hein, ou même pour rester en DSP. Quand les gens se mobilisent, c'est pour reprendre un service public de l'eau. Donc, il y a quand même beaucoup plus de petites communes qui sont encore en gestion publique parce qu'on intéressait moins peut-être, ou que les communes qui sont actuellement délégataires, c'est quand le maire a appelé un délégataire et il lui a dit « viens chez moi ». C'est pas comme nous où on a appelé personne et où on va nous forcer la main. Je veux dire, ça c'est un cas tout à fait nouveau. Donc c'est sûr que c'est pas du tout pareil parce qu'on n'aura pas les mêmes salaires à proposer, même la Comcom de Forcalquier, qui effectivement voit beaucoup de personnel partir sur la DLVA. Et pour intéresser quelqu'un à venir travailler à Montlo, ça sera encore plus compliqué qu'à Forcalquier et qui est déjà plus compliqué qu'à Manosque. Donc cette histoire qu'on aura du mal à recruter, c'est sûr qu'on aura du mal à recruter. On aura du mal à recruter demain comme on aura du mal à recruter dans 5 ans. Pour moi, c'est des fariboles. Alors, une dernière question, puis après on va passer à la soupe. Je viens d'une autre communauté de communes, la CCJLVD, donc Japon, etc. Mais moi, j'appartiens à la commune de Montfauc. Alors, c'est très simple chez nous. D'entrée de jeu, la communauté de communes, 14 communes, il y a 3 communes qui ont la majorité, c'est le problème qu'on appelait démocratique. C'est l'insulte qu'on appelait ça démocratique, c'est une inculerie. Les 3 communes qui ont le plus d'habitants et qui ont la majorité des voix à la commune sont toutes déjà chez Veolia. Moi, je dis Veolia parce que SEM, c'est une apparence, c'est Veolia. Et du coup, d'entrée de jeu, la communauté de communes a filé 80 000 € à un bureau d'études qui s'appelle Altereo. Alors celui-là, si vous voyez passer, vous prenez l'avion, vous allez demander l'asile au Polytechnique en Corée du Nord, parce que Altereo, qui a fait son étude pour comparer le coût d'une régie publique face au coût d'un système privé, j'essaie, regardez. Ils ont comparé et effectivement, la régie publique était 2 fois plus chère que la société privée. Sauf que aucun devis n'avait été demandé à quelque société privée que ce soit. Et on a comparé des chiffres à d'autres qui n'existaient pas. Pour la petite histoire, Kérouan, dont vous avez parlé tout à l'heure, a étudié le dossier et comptablement, pour la régie publique, on comptait les investissements, donc c'était cher. Et pour la société privée, il n'y avait pas d'investissement. Donc, c'était beaucoup moins cher. Mais moins cher de rien, puisqu'il n'y avait aucun devis. Et le pire, on s'est aperçu après que Altereo, ils ont un bureau d'études, ils sont très compétents, ils ont des techniciens, mais surtout, leur revenu principal en France, leur activité principale, c'est d'être prestataire de services informatiques pour Veolia. C'est eux qui gèrent tout leur système informatique. Donc, ils ont quelques intérêts à ce que Veolia prenne des marchés. J'arrête là-dessus. À partir de là, le discours était la régie publique, c'est mauvais, c'est trop cher, donc il n'y a que la... Mais comme nous sommes des démocrates, on fait un appel d'offres. Et je me rappelle, j'étais à la commune, je dis, vous rigolez, il n'y a qu'une seule société. Pourquoi un appel d'offres? Il n'y a que la SEM qui va répondre, c'est-à-dire Veolia. Mais non, on va mettre en concurrence, c'est comme ça prend moins cher. Effectivement, il y a eu une seule, la SEM. Et alors pour nous, précisément, dans le village, c'est très précis, on avait 98% d'augmentation du prix de l'eau. Tout est, le cahier des charges a été signé, ça devait passer au 1er janvier 2023.
Nous, on se prenait dans la gueule 98% d'augmentation. Deuxièmement, réactivité en cas de problème. Ben, nous, on a comme tout le monde, le maire qui a 78 ans, il prend sa pelle et sa pioche. L'adjoint, il a 80 ans, il prend la clé. Et dans les 2 heures, c'est solutionné. On a essayé de mettre en place une équipe de jeunes bénévoles, 28-30 ans, de 7 ou 8, pour commencer à connaître le réseau et pouvoir prendre la suite parce qu'eux, ils disent on durera jusqu'à 100 ans, mais ça m'étonnerait. Bon, mais Veolia, eux, dans le truc, il y a une panne. Nous nous engageons à intervenir dans les 15 jours. Et au bout de 15 jours, si on n'est pas intervenu, il y a une astreinte. L'astreinte, le montant de l'astreinte étant inférieur aux frais de déplacement du mec qui doit venir réparer parce qu'il vient d'Aix-en-Provence. Voilà, bon. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Quant à la qualité de l'eau, je donne encore, puis j'arrête. Cet été, je suis allé à Revez-du-Bion, parce que pour des activités associatives, j'allais tous les jours, et j'ai vu des petites affichettes partout qui disaient tous les mardis après-midi, un cadre de la SEM est à votre disposition à la mairie. Une fois, 2 fois, je suis allé au bistrot, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? On m'a dit c'est pas compliqué. Ils nous ont mis un numéro vert. Tous les habitants ont appelé 10-15 fois, personne ne répond jamais. Or, dans le cahier des charges, il y a un numéro vert, on doit répondre aux questions des usagers. Personne ne répond jamais. À la fin, ils sont allés voir le maire. Le maire, il a essayé, il n'a jamais réussi. Donc, du coup, ils ont fait venir le cadre. Et le seul boulot du cadre, ça coûte cher quand même. Un cadre, une demi-journée par semaine qui vient d'Aix-en-Provence à Revez-du-Bion, c'est essayer d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent quelque chose aux factures, parce que personne n'y comprend rien. Voilà. Ça, c'est la qualité du service. Alors, j'arrête. Après la tactique, nous, dans la commune, dans la vallée, il y a une CIVU qui existe avec 4 communes. Nous, on ne veut pas y aller, tout simplement parce qu'on a vu que sur les 4 communes, il y a 3 communes qui ont, bien que faisant partie du CIVU, étant satisfaits, ben, les maires, ils ont voté pour la délégation de services publics à Veolia. Donc, on ne peut pas faire confiance. On essaye de construire quelque chose localement, une régie un peu solide. C'est pour ça qu'on fait appel à notre amie avocate pour essayer de nous donner les conseils. Il faut convaincre le maire, parce que le maire, il a la pression du préfet, c'est une girouette. Alors on dit, ben, si c'est une girouette, il n'y a que nous à être le 20. Et si on est 100, ben, on est beaucoup plus fort que si on est 50. Voilà. Alors. Alors, un dernier petit mot de Claude et ensuite je passerai le micro à Pierre. Je rebondis sur la dernière intervention pour donner 2 illustrations. Il se peut aussi que la SEM, prochainement, fasse une proposition que moi je qualifie d'insincère. J'explique. Lorsque, en 2020-2021, la SOR a voulu obtenir à nouveau la reconduction du marché, elle avait fait des propositions où on s'est rendu compte qu'on passait de 23 équivalents temps plein à 18. Donc, elle supprimait 5 postes. Donc, la masse salariale diminuait d'autant. Mais quand on diminue la masse salariale, ça veut dire que les prestations qui sont à la clé, ben, elles sont moins bien assurées. Ce qui nous a mené à l'autre illustration, c'est que, et là c'est la force aussi du réseau que nous avions constitué, au niveau du collectif, on avait des correspondants un petit peu dans chaque quartier. Et par exemple, dans le quartier des Ponches, quand il y avait une fuite d'eau qui était détectée le jeudi, ben, tout le monde téléphonait pour harceler les bureaux de la SOR, sauf que le mardi, ça coulait toujours. Et donc là, on faisait les délégations en disant, bon, ben, la prestation de service, elle n'est pas faite, quoi. Or, la SOR s'engage à, mais ne le fait pas. Et donc là, on mettait le doigt sur la chose. C'est des choses, c'est pas important, je veux dire. Techniquement, en termes d'expertise, c'est pas grand-chose à faire. Sauf que de constater qu'à un moment donné, il y a une fuite, c'est pas réglé, qu'il y a une distribution d'eau qui n'est pas effectuée correctement, c'est à la portée de tout le monde. Pierre, pour conclure sur la feuille de route. Oui, je vais vous parler de ce document que vous avez peut-être entre les mains, qui a été distribué dans la salle, assez brièvement, si possible, sur le thème maintenant qu'on vous a bien chauffé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'information, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Sinon, on rentre chez soi pour pleurer, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? La meilleure façon de ne pas y arriver, c'est de ne pas le tenter. Donc, on ne va pas mesurer nos chances, mais on va quand même essayer. D'une part, ce qui est important, c'est de rester coordonné. Donc, vous avez vu passer une feuille, je crois, où vous pouvez laisser vos informations, votre mail, votre téléphone. Il y en a là, et c'est derrière, ça peut circuler. C'est important qu'on puisse continuer à se parler sans qu'on fasse obligatoirement des réunions publiques.
Il y a un truc qu'on va bientôt annoncer, c'est une prochaine réunion qui devrait avoir lieu à Fort-Calquier même. Donc, on marche sur Fort-Calquier. OK. Et puis, il y a un truc qu'a évoqué Anne Groupérin tout à l'heure, qui semble être un instrument intéressant et qu'elle offre de nous piloter un peu dans cette démarche, c'est de la création d'une association d'usagers qui pourrait nous donner une certaine force de frappe, on va dire. Mais en attendant, il faut aussi décentraliser en quelque sorte notre action, parce que qu'est-ce qu'on essaye de faire? S'il y a une chance peut-être de revenir sur certaines décisions, ce serait de retourner quelques maires. Est-ce que c'est possible? On va essayer de le faire. Comment faire? Alors cette feuille-là vous décrit un petit peu la perspective. Là, il y a un argument qui peut être utilisé contre les maires qui nous disent sans discontinuer qu'on ne peut rien faire. L'exemple de Montlour, Vestin-Martin et Liman est là pour leur montrer qu'on peut faire quelque chose. On peut tenter d'échapper à la Comcom dans un syndicat qu'on appelle supracommunautaire, puisqu'il est à cheval sur 2 communautés de communes et qui complique la vie de la Comcom pour mettre la main sur nos réseaux. Donc ça, il y a 3 communes qui le font. Il y a d'autres communes qui pourraient le faire aussi. Donc il faut aller chercher les conseils municipaux et les maires, leur proposer de faire une réunion publique pour défendre leur position devant la population. Et quand ils auront refusé, je ne vais pas être mauvaise langue, mais bon, ce sera certainement souvent le cas, organiser une réunion publique dans votre commune, inviter le conseil municipal pour venir expliquer comment ils défendent leur position. Et il faut leur rappeler aussi que dans 2 ans, les municipales reviennent. Hein. Ils vont avoir des comptes à rendre par rapport à tout ça. Donc, il faut les entraîner sur ce terrain, pas leur parler dans un bureau, dans une mairie, mais leur parler devant la population, les confronter à leurs décisions et puis les pousser dans leur retranchement, si on peut dire. Alors, dans tout ce processus que je viens de résumer est écrit sur cette feuille que vous avez, qui se termine par un petit paragraphe sur l'étude. Si vous voulez accéder à l'étude, de Cogite, elle est en ligne. Enfin, nous l'avons mise en ligne. Vous pouvez nous écrire et on vous enverra un lien qui vous permettra de d'éplucher tout ça. Par ailleurs, pour chaque commune où c'est un enjeu, c'est-à-dire Fort-Calquier, c'est un peu particulier. Les 3 communes dissidentes, la question ne se pose pas. Mais pour les autres, sauf pour Fontienne, où on cherche encore un correspondant, vous allez trouver un référent pour chaque commune sur cette feuille, avec son mail et son numéro de téléphone, qui est chargé, duquel vous pouvez vous rapprocher pour tenter d'organiser cette démarche-là au niveau communal. Voilà. Et parce qu'il faut absolument avancer. Et comme je l'ai dit au début, ce qui est important aussi, c'est de rester à l'écoute, d'être coordonné, de pouvoir recevoir des mails, de pouvoir recevoir de l'information. Il y a un Facebook qui marchote aussi, et vous avez les coordonnées du mail et du Facebook qui sont en bas ici. Et puis, où on poste différents trucs, dont des extraits vidéo, par exemple, de notre dernière réunion publique. Et puis, peut-être l'intégrale de la conversation qu'on a eue avec Madame Groupérin, qui s'est prolongée avec beaucoup d'informations intéressantes. Alors, oui, ben là, c'est très technique. Donc, ce que c'est Vincent, ce que Vincent suggère, c'est que, cette semaine, la communauté de communes a publié 2 DCE. Des DCE, c'est des dossiers de consultation des entreprises. Un pour l'eau potable et l'autre pour l'assainissement, qui est le marché, enfin la proposition de marché auquel doivent répondre en théorie, mais le pluriel est un petit peu théorique, les candidats à ce marché. Si vous avez, je ne vais pas vous décourager, mais voilà, s'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu en termes de marché public, allez-y et puis aidez-nous. Voilà, voilà, je vous prends au mot. Parce qu'il y a ça, puis il y a aussi des questions autour des délibérations sur anticipation, tout ça. Il y a probablement des fragilités juridiques là-dedans. On n'est pas complètement équipé pour les identifier, mais si on les identifie, on sera mieux à même évidemment de les attaquer.
Ça fait partie de la stratégie. L'idée générale maintenant, c'est qu'il faut trouver, peut-être avec des idées de votre part, il faut trouver des moyens d'action pour mettre en œuvre tout ce qu'on a compris, nos réactions à tout ce qu'on a compris ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Alors, n'oubliez pas donc que tout cela a un coût, que donc il y a une soupe à l'oignon qui a été faite entièrement par Jeanne qui a épluché 10 kilos d'oignons. Vous pouvez l'applaudir. Ouais. Des gâteaux, des boissons, tout cela est à prix libre pour soutenir la cause.